Dans votre À vous de voir aujourd'hui, nous parlons de la maladie de Lyme. Alors une simple infection bactérienne comme une autre pour certains, une épidémie mondiale pour d'autres. Nous en parlons avec nos invités qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais nous y reviendrons. Alors avec vous, donc professeur Christian Perronne, vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches et vous êtes vice-président de la Fédération française contre les maladies vectorielles attiques. Et avec vous, professeur Yves Hansmann, bienvenue. Vous êtes infectiologue à l'hôpital de Strasbourg et vous êtes membre de la SPILF, Société de pathologie infectieuse de langue française. Alors pour commencer, un petit rappel sur la maladie de Lyme. Alors déjà, Lyme, c'est le nom d'une petite ville du Connecticut. C'est important parce que les Américains auront une influence dans cette polémique. Bref, cette petite tique, c'est un arthropode qui se nourrit de sang, qui est hématophage, et en fait, il va agir comme une véritable seringue non douloureuse. Mais le problème, c'est que cette seringue qui va aller piquer votre sang, en même temps, elle peut vous injecter de nombreuses bactéries, dont une que l'on appelle Borrelia burgdorferi, et qui, elle, peut être responsable de nombreux troubles. Donc, je le disais, une seringue indolore, ce qui veut dire que parfois, on ne sait pas qu'on a été piqué et non pas mordu, qu'on a été piqué, et donc on ne peut pas savoir, alors à moins d'avoir une grosse tique sur la peau, où là on la voit, mais sinon on ne peut pas savoir qu'on a été forcément piqué, c'est un petit peu le problème, mais on y reviendra. Ce que je voudrais savoir, docteur Hansmann, une fois qu'elle vous a piqué, que se passe-t-il? La bactérie, elle va où? Elle fait quoi? Alors, une fois que la tique a piqué, elle va transmettre cette bactérie Borrelia, donc elle l'inocule d'abord dans un premier temps au niveau de la peau. Une fois que cette bactérie est au niveau de la peau, elle va diffuser assez lentement pour former donc cet érythème migrant qui est le symptôme. Donc l'érythème migrant, rappelons-le, c'est comme une cocarde. Voilà, c'est ça. Sauf que si la tique est petite, ça fait un tout petit érythème. Si c'est dans les cheveux, on ne le voit pas. Alors, l'érythème il grandit au fur et à mesure. C'est justement ça signe la progression de la bactérie dans la peau. Non, mais à part pour vous, mais sinon, quand on a beaucoup de cheveux, ça se voit pas. C'est vrai que dans certaines zones, c'est difficile à voir, d'autant plus que la tique a parfois la mauvaise idée d'aller chercher des endroits un petit peu difficiles à identifier, les plis, là où la peau est assez fine, où elle est atterrée. Et c'est parfois difficile à identifier. Les érythèmes migrants peuvent effectivement passer inaperçus. Mais ce qui est important, disons, c'est quand même de pouvoir le reconnaître, de savoir le reconnaître, parce que c'est un signe qui est très facile à reconnaître. C'est pas dans 100% des cas, l'érythème migrant. Alors, l'érythème migrant, c'est le signe principal qu'on voit à la phase primaire quand on repère la tique. Quand on l'a repéré, en général, il existe. Alors évidemment, ça peut être relativement discret. On a vu souvent des patients qui avaient des érythèmes migrants assez discrets, donc il faut avoir l'œil, il faut avoir un petit peu l'habitude pour l'identifier. Donc ça, c'est ce qui se passe au tout début. Donc quand on a ça, évidemment, on va voir son médecin, etc. Déjà, quand on va revenir sur les autres signes, hein, mais déjà, rappelons quand même que la tique, en général, c'est dans les balades en forêt, les pique-niques, les randonnées, des choses comme ça. En fait, c'est un accident quand elle pique l'homme. Normalement, elle pique les animaux sauvages, etc. Et puis, finalement, de temps en temps, elle peut piquer l'homme. Mais rappelons donc, en arrivant de promenade en forêt, dans les bois ou n'importe quoi, il faudrait finalement absolument s'inspecter partout, cuir chevelu, demander à quelqu'un de regarder un petit peu partout, c'est ce qu'il faudrait faire? Oui, alors en plus, il y a des personnes qui attirent les tiques et d'autres qui ne les attirent pas pour des raisons mystérieuses, peut-être d'odeur ou de facteurs chimiques. De gaz carbonique dégagé. Effectivement, quand on a fait un camp au milieu de la forêt, un camp scout, ou qu'on a fait une activité sportive, ou les agriculteurs, ou les forestiers qui sont allés dans les bûcherons dans les zones à risque, on leur conseille quand même d'abord éventuellement de mettre des répulsifs, mais quand ils rentrent chez eux, de se déshabiller, de prendre la douche, et éventuellement de se faire inspecter par quelqu'un d'autre pour voir les zones cachées dans le dos, dans les plis, et ça peut permettre de dépister très précocement des tiques. Et si on trouve une tique, alors il existe, c'est efficace ça, le tire-tique? C'est très efficace, alors il faut passer la petite fourche sous la tête de la tique, et il faut dévisser, il ne faut pas tirer sauvagement, sinon ce qu'on appelle donc le on rostre. passe sous la tique et après on tourne dans un sens ou dans l'autre pour la Parce que sortie. sinon il y a des petits crochets anti-retour et sinon on va tout arracher, casser le rostre, et quand ça reste enfoncé, il peut y avoir des réactions inflammatoires qui peuvent durer très longtemps. Donc ça on en trouve partout. Hein. Oui, non, il y en a partout. Juste revenons, prévention, quand on va se balader, quand on va pique-niquer, quand on va en forêt, on fait quoi pour éviter de se faire piquer?
Alors, on peut s'habiller, on peut rester au milieu du chemin si on veut juste voir le paysage. Si on doit aller ramasser des champignons dans les sous-bois ou chasser, il faut mettre des pantalons longs, mettre les chaussettes par-dessus, éventuellement le chapeau. Et puis, si on a une peau qui attire les tiques, mettre des répulsifs lors de ces activités. D'accord. Donc, on revient aux signes. Donc, on l'a dit d'abord, des signes cutanés, hein, l'érythème, qui a une forme de cocarde. Et puis ensuite, que se passe-t-il? Cet érythème, il va grandir au fur et à mesure. mesure. Si on ne fait rien, après on viendra sur les traitements. Hein. Si on ne fait rien, l'érythème va grandir. Il peut prendre des proportions assez importantes. Il peut prendre plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on a guéri, malheureusement. À ce moment-là, disons, la bactérie peut passer dans le sang, donc ce qu'on appelle la phase hématogène. Et à partir de là, elle peut diffuser dans d'autres tissus. Et c'est là qu'on parle de phase secondaire, puisque les tissus qui sont concernés sont avant tout les tissus neurologiques, les nerfs en particulier, les méninges. Mais avec quoi comme signe, comme symptôme? Alors à ce moment-là, quand il y a une atteinte neurologique, il y a ce qu'on appelle techniquement une méningo-radiculite. Alors c'est un terme un petit peu compliqué, mais disons ça signifie une inflammation des méninges et une inflammation des nerfs. C'est-à-dire ça donne des douleurs, en général des douleurs un petit peu dans les membres, dans les bras ou dans les jambes, qui s'associent souvent à des troubles un petit peu sensitifs, sensation de fourmillement, ce genre de choses. Et ce sont des douleurs qui sont souvent assez pénibles, qui sont souvent nocturnes, qui peuvent être à l'origine aussi d'un réveil un petit peu douloureux. Et donc ce sont ce genre de signes qui sont les premiers. Il y a des formes un peu particulières, comme l'atteinte par exemple des nerfs faciales, où on peut avoir toute une partie du visage qui est paralysée, qui est donc quelque chose d'assez impressionnant quelque part. Donc là, il faut penser à une maladie de Lyme. Là, il faut penser à une maladie de Lyme. Là, c'est important de la diagnostiquer. Donc des signes neurologiques, ensuite articulaires. Alors après, l'autre tissu qui est souvent impliqué, c'est le tissu articulaire. Là, il y a ce qu'on appelle une arthrite. Donc une arthrite, c'est une inflammation de l'articulation. Donc l'articulation devient douloureuse, mais elle est souvent un petit peu gonflée. Et c'est ce qu'on généralement genou. Généralement, ce sont les grosses articulations, principalement le genou, qui sont atteints. Donc quelqu'un qui a mal au genou, il faut aussi... Ça veut dire que tous les signes, enfin je sais pas, quand vous me racontez ça, on y reviendra après, mais c'est vrai qu'on peut se dire, finalement ça peut donner tellement de choses différentes qu'il faudrait penser à la maladie de Lyme à chaque fois, quoi. Alors disons, c'est vrai que c'est un petit peu... On n'a pas terminé, donc neurologique, articulaire, cardiaque. Cardiaque, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Ça donne ce qu'on appelle des troubles de la conduction, c'est-à-dire que c'est un système électrique, donc la conduction du système électrique ne se fait pas bien jusqu'au niveau du muscle cardiaque, donc il y a un cœur qui ralentit. C'est des formes assez rares, mais qui sont bien connues, et donc il faut savoir identifier également. D'accord. Alors, on va revenir, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai vu la tique, j'ai pris mon petit tire-tique, je l'ai enlevé, je vais voir mon médecin, et là, il me prescrit des antibiotiques tout de suite, comme une infection bactérienne quelconque. Donc ça, c'est parfait. Ça arrive souvent, ça ? Ça arrive très souvent. Le petit problème, c'est que les gens ne voient pas toujours leur érythème migrant, puis en fait, il peut manquer une fois sur deux. Et quand la personne elle-même peut négliger en disant « j'étais piqué par un insecte, c'est rien », même souvent les gens vont demander l'avis de leur pharmacien avant de voir leur médecin, ou le médecin dit « oh, c'est rien, votre petite tache, je vais vous donner une petite crème à la cortisone, ça va passer ». Et c'est dommage, ça se passe moins maintenant parce que les médecins sont beaucoup mieux informés qu'il y a quelques années, mais c'est une attitude assez fréquente. Et du coup, quand c'est pas bien traité au début, après ça peut évoluer vers ces formes tardives. Oui, parce que j'imagine quand même que ça, là on a parlé du meilleur des cas, c'est-à-dire qu'on l'a vu, soit on a vu la tique, soit si elle est trop petite, si c'est des petites nymphes, elles peuvent quand même vous inoculer la bactérie. Donc on ne l'a pas vue, elle est passée inaperçue. Et donc là, on arrive directement à la phase secondaire, comment ça se passe ? Ça va durer quelques jours. Il y a des manifestations secondaires très précoces, mais habituellement c'est quelques semaines, puis après quelques mois, et puis dans les formes tertiaires, ça peut être plusieurs années après, quoi. Alors rappelons aussi une chose importante, on peut éventuellement poser le diagnostic de cette maladie grâce à un test, une prise de sang, mais il ne sert à rien de le faire au tout début, c'est ça ? Tout à fait, là, nous sommes tous d'accord, il n'y a aucune polémique. Il ne faut pas faire le test au début, parce qu'il est très souvent négatif, c'est trop tôt, et le médecin va conclure à tort, vous voyez bien, je vous l'avais bien dit, ce n'est pas une maladie de Lyme, donc ne va pas donner le traitement antibiotique, et la personne va développer les formes secondaires. Donc le médecin doit traiter sans preuve biologique. D'accord. Donc le médecin, quand il traite au tout début, en ayant la chance d'avoir posé le diagnostic très tôt, il faut qu'il traite 3 semaines. Là aussi, vous êtes d'accord tous les deux ? Minimum 2 semaines et 3 semaines dans certains cas. 2-3 semaines, c'est le consensus. Nous sommes toujours d'accord. Finalement, vous êtes toujours d'accord. Donc racontez-nous à quel moment vous n'êtes plus d'accord. Vous pensez qu'en fait cette maladie est sous-diagnostiquée, sous-traitée, sous-reconnue, sous-prise en charge, c'est ça ? Oui.
Alors, non, moi, ça fait 20 ans que je soigne des maladies de Lyme chroniques, ou ce qu'on met sur le dos de la maladie de Lyme, parce qu'il n'y a pas que le Lyme, il y a d'autres Borrelia, il y a d'autres bactéries, d'autres parasites qui peuvent donner les mêmes symptômes. C'est pour ça que c'est compliqué. On met toujours transmise par la oui, on met ce nom de maladie de Lyme, mais en fait, nous sommes d'accord aussi là-dessus, il y a d'autres germes qui peuvent être en cause et on n'a pas toujours les bons outils. Attends, il dit que non. Hein. Non, mais sur les autres germes, je crois qu'il y a un consensus avec qui peuvent donner des symptômes à peu près identiques. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, ça fait 20 ans, j'ai suivi des gens pendant des années, j'ai un recul quand même important. Je ne suis pas tout seul, maintenant il y a 100 médecins en France qui soutiennent dans la fédération. Oui, il y a eu dans l'observatoire. Qui suivent beaucoup de malades, donc il y a un vrai problème dans la qualité des tests, dont je vais laisser mon collègue parler. Mais... Donc pour vous, ces tests sont fiables quand on les fait plus tard? Donc on ne parle pas du début puisqu'ils ne servent à rien au début. Quand on les fait plus tard, pour vous, les tests que l'on fait, la prise de sang, qu'on appelle ELISA, est un test fiable? C'est un test qui est effectivement très utile. Je pense qu'il faut dire ça comme ça. Il a une certaine fiabilité. Alors c'est une sérologie, il y a des points forts et des points faibles. Mais ce test, il est indispensable. Comme vous avez dit tout à l'heure, les symptômes sont assez variables. Donc il faut absolument s'appuyer sur des tests précis qui permettent de mettre en rapport les symptômes avec la cause des symptômes, à savoir Borrelia. Bien sûr. Donc on a besoin de ça. On va pas, quelqu'un qui a un cancer, on ne va pas lui annoncer qu'il a un cancer s'il n'y a pas de cellules cancéreuses qui ont été identifiées. Là, c'est la même chose. Il faut mettre en évidence des signes qui nous disent qu'il y a effectivement Borrelia. Et dans ces formes tardives, il a été bien démontré dans des études bien méthodologiquement claires que la sérologie est très utile. Quand elle est positive, ça permet, disons, de confirmer notre hypothèse diagnostique. Par contre, quand elle est négative, il y a très peu de risques que ce soit une maladie de Lyme. Ça, ce sont des choses qui sont assez clairement identifiées actuellement. D'accord. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout, parce que dans les publications scientifiques, c'est tout l'inverse qui est dit, que la sensibilité du test va de 30 à 70%. C'était confirmé dans un rapport du Haut Conseil de la Santé publique. Et même le Centre européen de contrôle des maladies, le CDC, a fait un rapport disant les fabricants annoncent des sensibilités excellentes, 95-100%, mais attention, ces tests sont calibrés sur des populations très mal définie et on ne peut pas retenir ces chiffres tels quels. Il nous reste très peu de temps. Il existe un autre test que l'on peut demander aussi, qui est un peu plus cher, qui est à la charge des patients, que l'on peut faire en revanche à l'étranger. D'ailleurs, il y a certains de vos patients, je crois, qui partent à l'étranger le faire, qui, là, peut vraiment apporter un faisceau d'arguments supplémentaires pour le diagnostic. Le Western blot peut être plus sensible. Alors en France, on n'a pas le droit de le faire si l'ELISA est négatif, mais il n'est pas parfait non plus. Et après, ce qu'il faudrait surtout développer, c'est dans le cadre de la recherche, des tests où on diagnostique directement la bactérie. Alors les vétérinaires sont en avance sur nous, ils savent le faire chez l'animal. Il faudrait pouvoir, dans un cadre de recherche officiel, l'évaluer chez l'homme. En fait, la vraie difficulté, c'est vraiment la diversité de ces symptômes dont vous nous avez parlé. Ça peut revêtir absolument toutes les formes et ça peut durer très longtemps. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il faudrait former avant tout aussi les médecins? Parce que vous disiez une douleur articulaire, un problème cardiaque, ils sont assez formés, les médecins. Le drame de cette maladie, c'est que les signes soit sont subjectifs. Ça, les gens disent je suis fatigué, j'ai des douleurs, donc ça se voit pas, c'est pas mesurable. Ou alors c'est pas spécifique. Un genou gonflé, ça peut se voir dans une polyarthrite rhumatoïde, dans une autre maladie ou dans un truc neurologique, dans une sclérose en plaques. Donc c'est pas spécifique. Donc le pauvre médecin, il est perdu s'il n'a pas un test biologique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait aller vite pour justement arriver à avoir cette recherche bactériologique pour pouvoir affirmer aux personnes et savoir justement si elles en sont atteintes. Il faudra traiter et la traiter longtemps, sur de longues périodes par les antibiotiques. J'espère que vous y avez vu un petit peu plus clair. De toute façon, jeudi, il y aura le plan qui sera... Enfin, Madame Marisol Touraine, Madame la Ministre, va présenter un plan de lutte contre la maladie de Lyme. Donc, nous en parlerons à cette occasion. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur LCI.